Il n'existe pas de plus belle vengeance qu'un dîner en solitaire, savouré dans le silence le plus complet. Après 3 ans de mariage avec Emma, j'avais la sincère conviction que nous avions réussi à dompter les complexités de la vie d'adulte. Nous avions des mugs assortis sur le comptoir de la cuisine, une playlist Spotify commune remplie de chansons pour lesquelles nous feignions tous deux un certain enthousiasme, et un prêt immobilier qui nous inspirait autant de fierté qu'un sentiment d'étranglement financier permanent. Je suis l'analyste financier flegmatique, l'obsédé des tableurs qui tire un plaisir authentique des budgets équilibrés et des donuts gratuits en salle de pause. Emma, à l'inverse, était la cadre marketing ambitieuse, le genre de personne capable de transformer une présentation PowerPoint en une sorte de conférence TED capable de subjuguer les foules. Elle possédait un talent extraordinaire pour présenter la moindre idée comme s'il s'agissait de la prochaine révolution technologique, et pour transformer chaque réunion en un pitch pour une publicité du Super Bowl devant des investisseurs avides. Vu de l'extérieur, nous ressemblions au montage parfaitement édité d'une stabilité préfabriquée. Moi, à la gestion des chiffres, elle, à l'orchestration de la magie. Nous étions le couple que les gens citaient pour prouver que la vie d'adulte n'était pas forcément un chaos total, du moins du point de vue d'un observateur extérieur. Emma possédait un magnétisme indéniable que je peinais à articuler, le genre de femme capable de persuader un distributeur automatique de lui offrir des snacks gratuits d'un simple sourire ravageur. Ses collègues de bureau lui vouaient un immense respect, la suivant comme s'il s'agissait d'une célébrité du monde de l'entreprise que tout le monde aspirait à fréquenter. Son supérieur, Gregory Mitchell, était particulièrement épris d'elle, peut-être à un point qui dépassait mon seuil de tolérance personnelle. Cet homme avait développé une fâcheuse tendance à s'inviter dans notre mariage comme un mauvais signal Wi-Fi, importun, persistant et invariablement présent aux moments les plus inopportuns. Au début, je n'y prêtais que peu d'attention. Tout le monde connaît ce genre de manager trop investi qui se comporte comme si la mission de l'entreprise dépendait personnellement de sa connaissance intime de votre emploi du temps du week-end. Cependant, Grégory avait élevé ce dévouement au rang de discipline olympique, défiant toute logique. Cet homme lui envoyait des SMS à 11 heures du soir concernant le choix des polices de caractère pour des présentations, de simples polices, je vous jure. « Qui fait ça ? C'est urgent, Emma, déclarait-il de façon dramatique, comme si le choix entre l'Helvetica et l'Arial relevait de la sécurité nationale et exigeait une réponse immédiate. Chaque fois que son téléphone vibrait et que son nom illuminait l'écran, elle jetait vers moi ce regard fugace et coupable, ce regard précis que l'on a quand on sait pertinemment que l'on va dire une énormité du genre « c'est juste le boulot, rien de personnel ». Grégory apprécie simplement mon avis professionnel, m'avait-elle dit un soir en se bouclant les cheveux avant de se coucher, comme si elle se préparait pour une visioconférence dans son sommeil. « C'est ça », avais-je répondu, le sarcasme dégoulinant de chaque syllabe. « Et les moustiques apprécient simplement ton groupe sanguin, rien de personnel là-dedans. » Elle avait levé les yeux au ciel avec théâtralité. « Tu refais ta parano », insista-t-elle d'un ton exaspéré. Peut-être que je sombrais effectivement dans la paranoïa. Mais la paranoïa n'est souvent rien d'autre qu'une intuition échaudée par les cicatrices du passé. Néanmoins, je choisis délibérément de laisser couler pour le moment. Dans un mariage, on choisit ses batailles avec stratégie, et je gardais mes munitions pour le moment où cela compterait vraiment. Je me répétais sans cesse que leur comportement à tous les deux était tout à fait inoffensif. Après tout, elles rentraient à la maison chaque soir, sans faute. Nous dînions ensemble à la table de la cuisine, regardions des documentaires Netflix miteux sur des sectes ou des théories du complot, et nous nous endormions au ronronnement régulier du ventilateur de plafond. C'est cela, une vie de couple normale, n'est-ce pas? Dans la culture d'entreprise moderne, les gens envoient constamment des messages à leurs supérieurs tard le soir. Cela arrive dans tous les mariages de nos jours, avec ces smartphones qui vibrent sans cesse. Puis vint la première soirée de bureau, ou, comme je préfère la décrire, la nuit des paillettes superflues et des sourires forcés dont personne ne voulait. Emma en avait parlé avec excitation toute la semaine, utilisant des expressions comme « ce sont juste des opportunités de networking et tout le monde amène son conjoint pour faire les présentations ». Ce qui, dans mon expérience personnelle, se traduit par «
Viens me regarder faire semblant d'avoir un mariage parfait pendant qu'on meurt tous les deux d'ennui à l'intérieur en échangeant des banalités avec des inconnus. L'événement se déroulait dans un hôtel du centre-ville avec service de voiturier, un véritable tapis rouge digne d'une cérémonie de remise de prix, et du champagne coulant à flots. Assez pour que tout le département des ressources humaines semble visiblement nerveux face au risque de dérapage. Emma était absolument époustouflante ce soir-là. Dans sa robe rouge, les cheveux parfaitement bouclés, elle dégageait une assurance telle qu'elle semblait presque irradier, comme si l'immeuble tout entier lui appartenait. Moi, en revanche, j'étais l'équivalent humain d'un accessoire neutre. Juste un homme de plus dans un costume standard, souriant poliment et serrant des mains d'inconnus, tout en m'efforçant désespérément de ne pas avoir l'air de celui qui calcule mentalement combien de cocktails de crevettes il devrait engloutir pour que la soirée en vaille la peine. Grégory nous a repérés à l'instant précis où nous avons franchi le seuil. L'homme était littéralement impossible à rater, peu importe la foule. Grand, les cheveux poivre et sel méticuleusement coiffés, il portait un costume si impeccable qu'il nécessitait probablement sa propre police d'assurance et un service de sécurité dédié. « Emma !» s'exclama-t-il de façon théâtrale, en agitant le bras comme s'il cherchait à attirer l'attention d'un hélicoptère de secours. « Tu es absolument incroyable ce soir. Éblouissante, vraiment. » Puis son regard glissa lentement vers moi, empreint d'un dédain et d'un mépris à peine voilés. « Et vous devez être Marcus, le fameux mari dont j'ai entendu parler? L'analyste, c'est bien ça ?» Lui-même, confirmai-je en lui serrant fermement la main. Il afficha ce sourire de politicien chevronné, celui-là même qui vous signifie en silence « Je pourrais charmer votre grand-mère tout en saisissant sa maison sans le moindre remords. » Quel vénard, déclara-t-il avec une autorité et une confiance qui émanaient de chaque pore de sa peau. Elle a tout pour elle, à tous les points de vue. Vraiment exceptionnel. Je lui rendis son sourire poliment, réprimant l'envie féroce de rétorquer « Et vous, vous êtes un signal d'alarme sur pattes, monsieur. » Au lieu de cela, je me contentais de hocher la tête comme un idiot bien dressé. Oui, je le sais déjà, croyez-moi. Grégory n'était pas seulement le supérieur d'Emma au sens traditionnel. Il était, par essence, Monsieur Parfait, moulé dans du Prada, le genre d'individu qui croit sincèrement que le charisme est une compétence professionnelle et que le réseautage constitue un trait de personnalité. Il se pavanait dans la salle de bal tel un calendrier de citations de motivation sur deux jambes, saluant les gens avec une fausse humilité, ponctuée d'éclats de sa Rolex capable d'aveugler une petite nation à l'autre bout de la pièce. J'ai passé la majeure partie de cette interminable soirée sagement posté aux côtés d'Emma, à regarder Grégory vanter les résultats de sa campagne, comme si elle venait de résoudre la faim dans le monde grâce à 3 techniques rudimentaires d'emailing. L'approche innovante d'Emma en matière de fidélisation client est absolument révolutionnaire, annonça-t-il dans le micro lors de son toast élaboré à l'équipe. Révolutionnaire. La jeune femme avait simplement trouvé une méthode légèrement plus efficace pour envoyer des bons de réduction par mail. Ne vous méprenez pas, j'étais sincèrement fier de sa réussite et de son travail acharné. Mais j'étais aussi parfaitement conscient que l'admiration de Grégory arrivait emballée dans un parfum subtil de Cologne onéreuse, mêlé à une crise de la cinquantaine, un certain désespoir et une attirance palpable chaque fois qu'il s'immisçait un peu trop près de son espace personnel. Mon monologue intérieur s'activa automatiquement, dressant des tableaux détaillés d'alibi pour homicide, mais je gardais mon sang-froid tout au long de la soirée. C'est l'avantage d'être celui qui ne dit rien en société. On apprend avec le temps à transformer la patience en un atout stratégique. Quand la fête prit enfin fin, Emma et moi nous dirigeâmes vers la voiture dans le parking souterrain, ses talons claquant sur le béton comme les applaudissements d'une performance que personne n'avait demandé ni appréciée. « Tu étais étrangement silencieux ce soir », observa-t-elle en déverrouillant les portières. « J'observais, tout simplement », répondis-je avec diplomatie. « Belle soirée dans l'ensemble. Ton patron sait vraiment comment porter un toast mémorable à son équipe. » Elle me jeta un regard suspicieux. « Ne recommence pas avec ça, s'il te plaît, pas ce soir. » « Recommencer quoi, exactement ? Tu te fais encore des films. Comme d'habitude, tu vois des problèmes là où il n'y en a pas. » Je haussai les épaules avec désinvolture.
Si par se faire des films, tu veux dire remarquer que ton patron te dévisageait comme si tu étais un poster de motivation qu'il rêvait d'acheter pour l'encadrer dans son bureau, alors oui, je plaide totalement coupable. Elle poussa un long soupir. Ce soupir spécifique qui signifie clairement « Tu es mélodramatique et je suis bien trop fatigué pour cette conversation ». C'est juste du respect professionnel, Marcus. Il n'y a rien de plus que cela entre collègues. Le respect, hein? C'est comme ça qu'on appelle ça, de nos jours, dans le monde de l'entreprise? Mon Dieu, tu es impossible parfois, cingla-t-elle. Seulement parfois, dis-je avec un sourire, tentant de détendre l'atmosphère de plus en plus pesante. Elle ne rit pas du tout. Le trajet du retour se fit en silence, à l'exception du vibreur de son téléphone qui s'acharnait au fond de son sac. Je ne regardais pas l'écran, mais je n'en avais pas vraiment besoin. Le nom de Grégory luisait comme une enseigne au néon dans ma vision périphérique, impossible à ignorer tout à fait. Elle tapa quelque chose rapidement, puis verrouilla l'écran d'un geste sec. « Je confirme juste les détails du compte-rendu de l'événement de demain », marmonna-t-elle sur la défensive. « À minuit pile. Les délais, chérie. Le marketing ne connaît pas d'horaires normaux, tu le sais bien. » C'est ça, bien sûr, parce que les urgences marketing, ça arrive toujours le samedi soir à minuit, régulièrement. Je brûlais d'envie de dire quelque chose de sensé, n'importe quoi qui puisse trouver un écho. Mais la vérité fondamentale sur les signaux d'alarme, c'est celle-ci. Au début, ils paraissent franchement roses sous l'éclairage trompeur de la romance. On rationalise la situation, on se convainc que tout est acceptable, banal. On se persuade qu'elle vous aime profondément, que sa loyauté n'est pas, en réalité, à vendre à un type qui répète probablement ses compliments devant son miroir chaque matin avant de partir bosser. Alors, j'ai totalement refoulé mon instinct, me persuadant que je réagissais de manière excessive à de simples dynamiques de bureau. Dans la culture d'entreprise moderne, il est bien plus facile d'ignorer un incendie tant qu'il ne s'agit que d'une fumée lointaine. Les semaines passèrent, suivant ce schéma étrange qui devint notre nouvelle routine. Les messages persistaient sans relâche, de jour comme de nuit, sans interruption. Les soirées tardives au bureau devinrent si courantes que j'en vins à l'accueillir d'un facétieux. « Bienvenue à la maison, ma colocataire à mi-temps », lorsqu'elle finissait par arriver, épuisée et distante. Cette plaisanterie ne la fit pas rire non plus. Sans surprise, nos dîners devinrent de plus en plus silencieux, nos sourires plus minces et plus forcés de jour en jour. Un matin, je l'ai vue sourire de toutes ses dents à son téléphone pendant le petit déjeuner, le visage illuminé comme une adolescente lisant un message de son premier béguin. « Qui te fait sourire comme ça ?» demandai-je sur le ton le plus désinvolte possible pour ne pas paraître accusateur. « Le boulot !» répondit-elle brusquement en verrouillant son téléphone avant de le faire glisser plus loin. « Tu ne comprendrais pas de toute façon. C'est une affaire de secteur complexe. » Tu as tout à fait raison, Emma. Je ne comprendrais pas pourquoi un homme mûr, avec une femme et une retraite, t'envoie des emojis à 7h30 du matin. Puis vint la nuit où elle ne rentra qu'à 2h du matin. J'avais passé 2 appels, resté sans réponse, et envoyé un message pour dire mon inquiétude. Rien. Quand elle finit par franchir le seuil, son maquillage était estompé et son parfum n'était plus qu'un vague souvenir sur sa peau et ses vêtements. Désolé, lâcha-t-elle en posant lourdement son sac sur le comptoir. La préparation de la présentation de dernière minute a traîné. Tu connais ce milieu. Une préparation qui a nécessité du vin, apparemment ? Demandai-je d'un ton pointu, remarquant l'effluve léger qui flottait dans son haleine. Elle se figea. C'était un dîner client avec Grégory. Rien d'inhabituel à cela. Ses yeux fuyaient nerveusement. C'est mon supérieur, Marcus. C'est la procédure habituelle pour les relations clients. Ouais. Et moi, je suis ton mari. N'oublie pas ma présence dans l'équation. Elle leva les bras au ciel, exaspérée. Tu es d'un ridicule consommé avec toute cette histoire. Tu en fais toute une montagne pour rien. Peut-être, mais c'est étonnant de voir à quel point le ridicule finit souvent par avoir raison dans la suite que personne n'avait demandé. Nous n'échangeâmes presque plus un mot après cette confrontation dans la cuisine. Je partais au travail, je rentrais, et je me mis à compter les fois où elle souriait à son téléphone par rapport à moi tout au long de la soirée.
Le téléphone gagnait à plate couture, à chaque fois. Un soir, en passant devant son ordinateur resté ouvert, je vis un aperçu de message s'afficher à l'écran. C'était Grégory. Je n'y serais clairement pas arrivé ce soir sans toi. Tu es incroyable. Vraiment exceptionnel. Je n'ai pas ouvert pour en lire davantage. Je n'avais pas besoin d'autres preuves. Parfois, le silence est si éloquent que les mots deviennent superflus. Je me suis servi un verre à la place, je me suis installé sur le canapé et j'ai fixé la photo de notre mariage encadrée sur la cheminée. Celle où elle rit de bon cœur et où je la regarde comme si elle était la seule personne au monde à compter. Peut-être qu'à l'époque, elle était vraiment tout pour moi, mais à cet instant précis, elle me semblait déjà être quelqu'un que j'étais en train de perdre. Face à un homme qui percevait le leadership comme une forme d'ingérence émotionnelle, sans conséquence ni limite. C'est là que j'ai pris le coup de plein fouet, comme si un train de marchandises m'était passé dessus. Peut-être que le mariage ne consistait pas à choisir ses batailles avec minutie et stratégie. Peut-être s'agissait-il plutôt de réaliser que l'on était engagé dans une guerre pour laquelle on ne s'était jamais porté volontaire. Grégory Mitchell n'était pas un patron quinquagénaire lambda, quel que soit le point de comparaison. Il était l'incarnation humaine d'un poste de motivation LinkedIn, truffé de mots creux et de promesses vaines, le tout emballé dans des costumes de luxe. Leadership, vision, intégrité, de simples slogans, tandis qu'il envoyait probablement des SMS déplacés à une autre que sa femme au milieu de la nuit. Vous voyez exactement le genre. Le type qui croit que la synergie est une émotion et que l'esprit d'équipe s'achète à coups de soirées pizza et de séminaires d'entreprise dans des hôtels opulents. L'homme était grand, les cheveux argentés, avec une garde-robe qui hurlait pratiquement « Je dépense plus pour ma cravate que vous pour votre loyer mensuel ». Je jure que son eau de Cologne aurait pu remplir sa propre déclaration d'impôt, avec tous les justificatifs nécessaires. Chaque fois qu'il entrait dans une pièce, il s'assurait que tout le monde remarque immédiatement sa présence. Il dégageait cette aura qui proclamait « Je possède des actions et de l'assurance, et je n'hésiterai pas à l'étaler devant tout le monde ». Et, malheureusement, ma femme était l'une de ses plus grosses actionnaires, tant sur le plan émotionnel que professionnel. Emma parlait de lui comme on parle d'une légende ou d'une célébrité qu'on admire. « Grégory est un visionnaire », disait-elle, des étoiles plein les yeux. Il transforme toute la culture de l'entreprise de fond en comble, il révolutionne tout. C'est certain, car rien ne crie plus l'innovation qu'un cadre qui s'obstine à appeler ses employés « ma petite » en réunion sans jamais être inquiété. Pourtant, elle gobait tout, sans réserve. Elle admirait son dynamisme, sa détermination et sa façon de coacher les plus jeunes. Pendant ce temps, moi, je luttais pour ne pas avoir de haut le cœur devant les tactiques de manipulation flagrantes que je voyais venir à des kilomètres. La première fois que je l'ai rencontré en dehors de cette fête de bureau, c'était lors d'un de ces brunchs d'entreprise absurdes pour les conjoints. Emma l'avait qualifié de « rencontre informelle pour les époux et partenaires ». Tu m'accompagnes pour prouver que mon mari n'est pas un mythe ou une pure invention de mon esprit. J'ai enfilé ma meilleure tête de « ton patron ne m'intimide pas » et je l'ai suivie à contre-cœur pour la soutenir. Nous sommes arrivés dans ce café branché du centre-ville où la tartine à l'avocat coûtait plus cher que mon assurance auto mensuelle. Grégory était déjà là, à nous attendre, naturellement. Chemise blanche, déboutonnée, manches retroussées avec précision pour exhiber une montre qui possédait probablement son propre service de sécurité et sa police d'assurance. Il s'est levé immédiatement, a arboré ce sourire suffisant de publicité pour dentifrice et m'a serré la main comme s'il me faisait passer un entretien pour obtenir l'autorisation de fréquenter ma femme en exclusivité. « Marcus, mon vieux !» s'est-il exclamé avec enthousiasme, comme si nous étions des partenaires de golf de longue date, partageant des plaisanteries privées. « Emma m'a tellement parlé de vous, que du bien évidemment. »« Oh, je n'en doute pas », ai-je répondu, m'efforçant d'empêcher mon sourire de se fissurer visiblement. Il a lâché ce rire sonore et théâtral que les patrons utilisent pour feindre de vous apprécier, tout en ne pensant qu'aux bonus et aux promotions derrière leurs yeux. « Vous êtes dans la finance, c'est ça ? Un homme de chiffres, de données ? » Coupable, c'est tout moi. Ah, j'adore ce métier.
C'est la colonne vertébrale de toute entreprise prospère en Amérique. Vous et moi, nous sommes des esprits cousins, des individus vraiment analytiques, disciplinés, soucieux du détail. J'ai hoché la tête poliment. Absolument. Sauf que je m'envoie pas de mail au RH à 11 heures du soir pour des questions de transition PowerPoint ou de choix de police qui pourraient attendre le lendemain. Emma m'a lancé un regard noir, le genre qui signifiait « Ne gâche pas tout, s'il te plaît, je t'en supplie ». Grégory a simplement gloussé. « Ah, vous avez de l'humour, Marcus. C'est une qualité que j'apprécie chez les gens. » Oh, je n'en doute pas un instant. J'apprécie, vraiment. Le brunch s'est déroulé à peu près aussi bien qu'on pouvait l'imaginer, compte tenu des circonstances et de la tension. Grégory a dominé la conversation comme un homme cherchant à remporter l'Oscar de l'être humain le plus infatué de lui-même de toute l'histoire. Il parla longuement de sa vision pour l'avenir de l'entreprise, de son style de management révolutionnaire qui inspirait les autres et de sa passion pour le mentorat des jeunes talents et le développement de leur carrière. Ce qui, soit dit en passant, était le jargon de l'entreprise pour dire « Je m'approprie sans vergogne le travail et les idées des autres sans jamais les citer ». Toutes les quelques minutes, il se tournait vers Emma et la complimentait comme s'il s'agissait d'un trophée qu'il avait remporté lors d'une cérémonie prestigieuse. « Emma, votre campagne du dernier trimestre était exceptionnelle, un travail vraiment remarquable. Vous possédez cette étincelle, cette qualité indéfinissable qui distingue le bon de l'excellent, articula-t-il, portant la main à son cœur de façon théâtrale, comme s'il venait de contempler une œuvre d'art dans un musée. Je dis toujours à mon équipe, entourez-vous de gens plus brillants que vous. Puis, avec un petit sourire narquois, ce qui signifie que j'ai vu juste en l'embauchant dans mon équipe. Au début, je me contentais d'un sourire calme, sans montrer les dents. Oh, sans aucun doute. Vous avez un flair exceptionnel, c'est évident, surtout pour dénicher les talents. Après tout, 3 mariages, ça ne peut pas être le fruit du hasard ou de simples coïncidences, n'est-ce pas? La table plongea instantanément dans un silence de mort. Le sourire de Grégory vacilla une demi-seconde avant qu'il ne reprenne son sang-froid de professionnel. « Ah, eh bien, fit-il en forçant un rire gêné. J'imagine que c'est une façon de voir l'expérience et l'apprentissage par l'erreur. » Sous la table, Emma me décocha un coup de pied si violent que mon âme quitta temporairement mon corps. Je pris une gorgée de mon café et ne rajoutai rien sur le sujet. J'étais calme, j'étais zen. J'étais aussi en train de creuser mentalement une tombe à son nom pour plus tard. Une fois le brunch terminé, Emma laissa éclater sa fureur dès que nous fûmes seuls dans la voiture. « C'était quoi ce cirque là-bas » me lança-t-elle, furieuse. « Quoi donc, précisément ?»« Tu l'as humilié devant des gens avec qui nous travaillons, mon cœur » articulai-je calmement, tentant de désamorcer la situation. C'est un homme adulte qui a 3 divorces à son actif et un thérapeute d'entreprise à demeure. Je pense qu'il peut encaisser une petite plaisanterie à ses dépens. « Ce n'était pas drôle du tout, » insista-t-elle. « Qu'il t'appelle à minuit pour le boulot non plus, et pourtant, on fait avec tous les jours. » Elle poussa un gémissement, exaspéré au possible. « Tu es jalouse de lui, avoue-le. » Ce mot insidieux qui gâche tout, celui qui transforme toute préoccupation légitime en une crise de gamin. « Jaloux » répétai-je, un rire sincère m'échappant. « Non, Emma. » La jalousie, c'est ce qu'on ressent quand quelqu'un d'autre pique la dernière part de cheesecake lors d'une soirée. Ça, c'est de l'observation et de l'analyse comportementale basée sur des faits concrets. Il y a une sacrée différence entre les deux. Elle croisa les bras d'un air défensif et fixa la fenêtre, évitant ostensiblement mon regard. « Tu es, par moments, une personne insupportable avec qui discuter. »« Et pourtant, » répondis-je d'un ton calme et posé, « tu as choisi de m'épouser de ton plein gré. Une décision plutôt impétueuse, tu ne trouves pas ?» Le silence qui suivit aurait pu figer de la lave en fusion en formation géologique solide. Une semaine plus tard, elle m'invita à un autre événement professionnel. L'équipe de Grégory organisait un dîner de célébration pour avoir décroché un nouveau client. Apparemment, leur département avait réussi un gros coup, ce qui mettait tout le monde en joie. « On fête ça, tu devrais venir avec moi », suggéra-t-elle. Grégory insiste pour que les conjoints rencontrent les clients de manière informelle. J'esquissai un sourire. « Oh,
Il insiste personnellement? Alors, comment pourrais-je décliner une telle invitation? Le dîner se déroula dans un salon privé d'un steakhouse opulent, le genre d'établissement où les serviettes ont leur propre code postal et où le menu omet scrupuleusement toute mention de prix. Grégory, comme on pouvait s'y attendre, était la personne la plus bruyante de l'assemblée, monopolisant la conversation. Il se leva pour porter un toast, un verre de vin rouge rubis à la main. Au succès et à la réussite, sa voix résonna dans toute la pièce. Et à Emma, qui a été le joyau éclatant de toute cette campagne, du début à la fin, sans l'ombre d'un doute. Les invités répondirent par des applaudissements nourris. Je levai moi aussi mon verre, poliment, comme l'exigeait l'usage. Il fixa alors son regard sur moi, directement, cherchant le contact visuel, et déclara « Marcus, vous êtes un homme chanceux, un vrai béni des dieux. » Ce n'était pas tant le contenu de sa déclaration que la manière dont elle était formulée, empreinte d'un ton suggérant qu'il accordait son approbation personnelle à mon existence dans la sphère d'influence d'Emma. « Vous avez de la chance, » poursuivit-il, un léger sourire narquois flottant sur ses lèvres. « Elle a tout pour elle, à l'intérieur comme à l'extérieur, la totale. » Je répondis par un sourire mielleux, la voix dégoulinante d'un venin déguisé en charme. « Ouais, je suis déjà au courant. C'est quand même amusant que tu formules ça comme si tu avais personnellement entrepris une évaluation approfondie de l'emballage. » Une salve de rire résonna autour de la table, dans une atmosphère chargée d'une énergie aussi gênée que nerveuse. Grégory scilla rapidement, son sourire vacillant, juste assez pour trahir que mes mots avaient atteint leur cible. « Tu es un sacré plaisantin, Marcus. Vraiment spirituel. » « C'est le diplôme de mathématiques qui veut ça, » ajoutai-je d'un ton détaché. « Ça me permet de garder la tête froide dans des situations inconfortables comme celle-ci. » Emma murmura d'un ton pressant. « Je t'en prie, tais-toi » ces mots s'échappant d'entre ses dents serrées. Mais je ne faisais que commencer, je m'échauffais à peine. À la fin du dîner, Grégory m'approcha près du bar. « Dites donc, » me lança-t-il en me tapant sur l'épaule comme si nous étions de vieux potes de fac se retrouvant après des années. « Écoutez, j'espère sincèrement que je n'ai pas dépassé les bornes ce soir avec mes remarques. »« Les bornes ?» demandai-je innocemment, feignant l'ignorance. « Non, bien sûr que non. Pas du tout. Vous me semblez être le genre d'homme qui fait fi des limites par habitude. Professionnellement comme personnellement, et sans le moindre souci. » Il eut un petit rire nerveux, passant d'un pied sur l'autre. « Vous êtes fin, Marcus. Exceptionnellement observateur. Emma a de la chance d'avoir quelqu'un pour lui garder les pieds sur terre, au lieu de s'entourer de simples bénis oui-oui. »« Ouais, » répondis-je en prenant une gorgée délibérée de mon verre. « Et vous avez de la chance que les ressources humaines n'aient pas de caméras de surveillance cachées dans les restaurants. » Il se figea un instant, avant de forcer un rire mal à l'aise. « Vous êtes un vrai comique, mon ami. Vous devriez envisager une carrière dans le marketing avec un esprit aussi vif. »« Non, » répliquai-je avec un sourire sincère. « Il y a déjà bien assez de clowns dans ce milieu. Si le fond du gouffre devait organiser un gala, il ressemblerait sans aucun doute au dîner de remerciement des clients de Grégory Mitchell. » Emma avait été surexcitée toute la semaine, insistant pour que nous y assistions en couple. « Ce sera sympa et important », avait-elle déclaré avec enthousiasme. « Tout le monde vient avec son partenaire pour faire du réseau. » Ce que j'appris plus tard se traduit littéralement par « Tu resteras planté là comme un meuble pendant que les gens font semblant de s'intéresser à toi pour la forme. » Nous arrivâmes au Méridien, un restaurant au prix si exorbitant que même le voiturier sembla juger notre modeste véhicule. J'entrai vêtu de mon costume bleu marine, parfaitement ajusté. Rien d'ostentatoire, juste du classique et du correct. Emma, elle, semblait sortir tout droit des pages de Vogue, impeccablement apprêtée pour les objectifs. Sa robe était fluide et élégante, son sourire plus tranchant que les couteaux à viande disposés sur la table. En voyant le visage de Grégory s'illuminer avec l'intensité d'un homme contemplant une voiture de sport en édition limitée, je sus que mon instinct allait devoir faire des heures supplémentaires.
Il se tenait là, plein d'assurance, un verre de vin à la main, arborant ce sourire de façade, je suis le patron et le meilleur ami de tout le monde. Emma, salua-t-il d'une voix onctueuse comme de la soie, vous incarnez le succès même ce soir, absolument rayonnante. Je ricanai doucement dans ma barbe. Et moi qui vivais dans l'illusion que le succès était censé être une denrée rare et exclusive, pas quelque chose d'aussi commun. Il se tourna vers moi, les sourcils haussés de surprise face à ma remarque. Et vous devez être le chanceux comptable qui a le privilège de côtoyer le succès chaque jour à la maison. Je forçai un sourire poli. Analyste financier, en fait, si l'on cherche la précision. Mais bien sûr, chanceux, ça colle au récit. Surtout quand le succès s'abstient de m'envoyer des SMS après minuit pour des histoires de slides et de police de caractère. Ça pouvait attendre. Quelques personnes saisirent distinctement mon commentaire. Quelqu'un s'étouffa avec son champagne dans une quinte de toux sonore. Emma me lança ce regard « Tiens-toi bien, je t'en prie », que les gens mariés développent naturellement dès leur 2e année d'union. Le dîner commença de façon assez civile, respectant les standards et les attentes du monde de l'entreprise. Les banalités saturaient l'air, les rires résonnaient et les compliments hypocrites étaient distribués avec générosité. Je sirotais mon vin lentement, comptant mentalement le nombre de fois où Grégory trouvait des prétextes superflus pour toucher le bras ou l'épaule d'Emma. Au 4e effleurement accidentel, je commençais à me demander si je pouvais classer cela en frais professionnels pour travail émotionnel et préjudice moral. Puis vinrent les toasts, qui allaient irrévocablement changer le cours de la soirée. Grégory se leva avec théâtralité, levant son verre bien haut pour que tous soient témoins de son geste. « Ce soir, proclama-t-il d'une voix forte, nous ne célébrons pas seulement un succès, mais l'excellence dans l'exécution et un dévouement sans faille. Cette équipe a fait preuve d'un engagement indéfectible, d'une créativité sans bornes et par-dessus tout, d'une passion profonde pour son travail. » Son regard se posa sur Emma, tel un projecteur illuminant une actrice sur scène. Et personne ne l'incarne mieux qu'Emma Grant elle-même. Son éthique de travail, son brio, c'est une véritable inspiration que d'en être le témoin direct au quotidien. Elle est le cœur battant de cette campagne, l'âme de notre réussite. Des applaudissements enthousiastes éclatèrent dans toute la salle. J'applaudis moi aussi, mécaniquement, car quelle autre option s'offrait à moi à cet instant? Grégory se tourna ensuite vers moi, délibérément. Et bien sûr, poursuivit-il avec un petit rire condescendant, nous ne pouvons oublier l'homme qui la soutient dans l'ombre. Tu as de la chance, Marcus. Tu es un homme comblé. Elle a tout pour elle. C'est le pack complet. Je levai lentement mon verre, un sourire crispé aux lèvres. J'en suis déjà conscient. Merci. Bien que je commence à soupçonner que le pack inclut des frais d'abonnement dont on ne m'avait pas informé au départ. Quelques personnes rirent discrètement, nerveusement, autour de nous. Sa mâchoire se crispa visiblement, mais il masqua sa réaction derrière un autre rire forcé. À un moment du dîner, Grégory se pencha vers Emma et lui murmura quelque chose à l'oreille qui lui arracha un rire léger, délicat, comme un secret partagé dans l'intimité. Ma main se crispa sur le pied de mon verre, au point que mes articulations en devinrent blanches. C'est alors qu'il commit l'acte qui fit basculer la soirée du malaise à l'inoubliable. Il s'adossa nonchalamment à sa chaise, manifestement enhardi par 3 verres d'égo et d'alcool, et déclara haut et fort « Vous savez, honnêtement, Emma pourrait trouver bien mieux que toi, Marcus, sans vouloir t'offenser. » Les fourchettes restèrent en suspens. Les conversations se figèrent nettes. Une vague de gêne collective, presque palpable, s'abattit sur la table, comme des grains de poussière suspendus dans l'air. Emma eut un petit hoquet sonore, les yeux écarquillés par le choc devant tant d'audace. Grégory, lui, arborait un sourire suffisant, fort de son statut d'intouchable au sein de l'entreprise. Je posai mon verre avec lenteur et affichai un sourire délibéré, de ceux que l'on arbore quand on a déjà résolu de tout réduire en cendres. Puis je déclarai calmement « Grégory, je crois que votre analyse est absolument correcte. » Il scia rapidement, confus. « Ah bon? Tu es d'accord ?»« Absolument, sans l'ombre d'un doute, » répondis-je en m'adossant à mon tour.
Vous vous y connaissez en matière de partenaires qui trouvent mieux ailleurs. Après tout, vous avez été marié 3 fois. C'est vous qui avez le plus d'entraînement en matière d'échecs et de déception. Un éclat de rire explosa avant que quiconque ne puisse l'étouffer. La jeune associée manqua de recracher sa boisson de façon spectaculaire. L'un des clients toussa bruyamment dans sa serviette pour dissimuler le sourire qui s'étirait sur son visage. Le visage de Grégory prit exactement la teinte du cabernet dans son verre. Voyons, ce n'est pas un comportement très professionnel pour une soirée de travail, bafouilla-t-il pour se défendre. Professionnel ? L'interrompis-je en feignant une surprise convaincante. N'est-ce pas vous qui avez appelé votre dernière secrétaire ma puce en plein conseil d'administration l'an dernier? Les ressources humaines ont beaucoup apprécié l'incident. Il paraît que ça fait toujours le buzz en interne. Emma était pâle comme un linge, livide. « Marcus, tais-toi immédiatement » siffla-t-elle. Mais je ne ressentais aucune colère. En fait, j'étais calme, trop calme. Il y a une certaine sérénité qui s'installe quand on réalise qu'on n'a absolument plus rien à perdre. « Détends-toi, Grégory » dis-je avec un large sourire. « On s'amuse, non ? Vous adorez repousser les limites avec les gens. Je ne fais qu'explorer les vôtres en retour. » Il tenta de balayer cela d'un rire embarrassé, mais ses mains tremblaient légèrement, visiblement. La pièce était désormais plongée dans un silence de mort. Je me penchai en avant au-dessus de la table, baissant la voix juste assez pour forcer tout le monde à tendre l'oreille. Dites-moi honnêtement, Grégory, que signifie « mieux » pour vous, personnellement? Est-ce quelqu'un qui sacrifie ses week-ends en appelant ça de la passion? Quelqu'un qui claque 3000 € dans un costume de créateur mais oublie son propre anniversaire de mariage? Ou peut-être quelqu'un qui vante sa Tesla comme une récompense pour son leadership, mais qui a besoin de l'aide d'un stagiaire pour faire un créneau? Une vague de rire déferla sur l'assemblée, plus forte cette fois. Même le PDG, qui observait la scène derrière son verre, esquissa un sourire retenu, tentant de faire bonne figure. Grégory semblait au bord d'une crise de nerfs totale, à une diapositive PowerPoint près de l'effondrement. « À quelque chose de mieux, Grégory !» ai-je proclamé en levant mon verre dans un simulacre de toast. « Puisses-tu en découvrir le sens avant ton prochain divorce inévitable ?» Cette déclaration a scellé son sort une bonne fois pour toutes. La table a ensuite explosé dans une cacophonie de réactions diverses. Quelques personnes ont applaudi ouvertement. Grégory a contracté la mâchoire si fort que je m'attendais presque à ce que ses facettes hors de prix demandent une mise en invalidité pour accident du travail. Emma semblait totalement mortifiée. Le reste du dîner s'est déroulé dans un flou tendu et indistinct. Grégory évitait délibérément mon regard. On aurait pu trancher la tension ambiante plus finement que le steak qu'on nous avait servi. Je me contentais de rester assis là, sirotant tranquillement mon vin, éprouvant un étrange sentiment de libération. Enfin, le lendemain matin, je me suis réveillé dans un silence absolu. Emma n'était pas au lit à mes côtés. Je suis entré dans la cuisine pour la trouver déjà prête pour le travail, impeccablement professionnelle. Sans lever les yeux, elle a déclaré froidement « Je n'arrive pas à croire que tu m'aies humilié comme ça hier soir, devant tout le monde. » « Bonjour à toi aussi, ma chère, ai-je répondu avec sarcasme. Elle s'est tournée, la mâchoire serrée par la colère. « Est-ce que tu réalises seulement ce que tu as fait à ma réputation ?» J'ai acquiescé calmement. « Ouais, j'ai transformé le dîner en conférence TED, tout un cours sur les limites et le respect. De rien pour la leçon, Marcus. Tu as embarrassé mon patron devant des clients importants, délibérément. » J'ai esquissé un léger sourire. Techniquement, il s'est embarrassé tout seul. Je n'ai fait qu'assurer le commentaire en direct de l'évidence. Ce soir-là, elle est rentrée du travail plus tard que d'habitude. « Grégory veut te parler, personnellement, » dit-elle. « Sérieusement, il nous invite à un autre dîner, juste nous trois, pour mettre les choses au clair. » J'ai souri. « Oh, parfait, une suite. Peut-être que cette fois, il pourra m'insulter avant l'arrivée du dessert, pour gagner du temps. » Le lendemain soir, je me suis retrouvé à Contrecœur dans un autre restaurant chic. Pour ce rendez-vous particulier, Grégory était déjà là. Il attendait, son sourire narquois habituel bien en place. « Marcus » salua-t-il en me tendant la main. « Je suis ravi que tu aies pu venir ce soir. » Je lui ai serré la main fermement.
Je ne manquerai ça pour rien au monde. J'ai besoin de tourner la page et de me divertir. Pendant les 10 premières minutes, on aurait pu trancher la tension dans la pièce avec un simple couteau à beurre. Puis, il s'est adossé à sa chaise et a déclaré « Marcus, je veux simplement que tu comprennes une chose. Emma a un vrai potentiel dans ce secteur. Je vois quelque chose de spécial dans ses capacités. » « Laisse-moi te poser une question directe, Grégory, l'ai-je interrompu. Quand tu lui envoies des textos tard le soir pour le travail, est-ce que cette session de stratégie a lieu avant ou après que ta femme se soit retirée pour la nuit, pour dormir? Il s'est figé net, son verre de vin suspendu à mi-chemin de ses lèvres. Pardon? Qu'est-ce que tu insinues? Tu m'as très bien entendu, ai-je répondu, calme comme un saint. Face à ce confessionnal improvisé, son visage a rougi de façon flagrante. Que ce soit de colère ou d'embarras, Emma a lâché sa fourchette, assez bruyamment pour faire sursauter. « Arrêtez ça, tous les deux !» Grégory a tenté de couvrir sa voix. « Tu sais quel est ton vrai problème, Marcus? Tu te sens menacé par la réussite de ta femme et tu ne le supportes pas. » J'ai eu un rire sincère à cette remarque. « Tu crois que c'est une question de réussite? Non, Grégory. C'est une question de respect et de limite, quelque chose que tu as égaré entre tes liaisons et tes tournées d'autopromotion. » Je me suis levé, ajustant délibérément ma veste avec une précision professionnelle. « Si jamais tu reparles de mon mariage en public, je m'assurerai que ton prochain titre de poste soit « chômeur de longue durée ». Ta réputation ne survivra pas à la présentation PowerPoint méticuleusement détaillée que je vais créer sur toi. Avec preuve à l'appui, j'ai jeté des billets sur la table, couvrant le prix du repas. Bon appétit à vous deux. C'est pour moi. Considère ça comme mon dernier investissement dans ce cirque que tu diriges. Puis, je suis sorti avec assurance, sans jeter un seul regard en arrière. Le lendemain, je suis arrivé au travail tôt, à 6 heures du matin. J'ai passé au peigne fin les documents de l'entreprise, les notes de frais et les remboursements de voyage. Les dîners clients de Grégory avaient lieu étrangement souvent dans le même restaurant, les soirs même où Emma prétendait travailler tard. J'ai tout compilé dans un dossier organisé. J'ai passé un coup de fil poli à M. Harrison, un agent de liaison du conseil d'administration sur lequel j'avais fait des recherches. J'ai signalé des comportements inappropriés récurrents impliquant Grégory lors d'événements de l'entreprise. Avec des preuves à l'appui, j'ai envoyé anonymement des fichiers audio et des captures d'écran. Harrison m'a remercié professionnellement pour l'intérêt que je portais à la réputation de la société. Une semaine plus tard, précisément. Le bruit a couru que Grégory prenait un congé indéfini de l'entreprise. Quand Emma s'est présentée à mon nouvel appartement 2 jours après la nouvelle, elle semblait effondrée. « Il faut qu'on parle, c'est urgent », a-t-elle supplié, désespérée. Je l'ai laissée entrer. À contre-cœur, elle m'a révélé que Grégory avait été officiellement licencié et que le conseil d'administration la soupçonnait d'avoir divulgué des preuves contre lui. Elle aussi a perdu son poste pendant l'enquête, ai-je expliqué calmement. C'était un simple signalement anonyme, très professionnel, avec documents à l'appui. Lorsqu'elle a fondu en larmes en demandant si nous pouvions repartir de zéro, j'ai eu un rire triste. On n'est pas au Monopoly, Emma. On ne rejoue pas la partie après avoir enchaîné les mauvaises décisions. Des semaines plus tard, elle m'a envoyé un message pour me demander une dernière rencontre, histoire de tourner la page. J'ai accepté à contre-emploi. Elle paraissait physiquement plus frêle, totalement impuissante. « J'ai perdu tout ce qui comptait », a-t-elle murmuré, brisée. « Pas tout », ai-je rectifié. « Tu as encore la capacité de tirer les leçons de tes erreurs. » Lorsqu'elle m'a demandé, désespérée, si nous pouvions sauver notre relation, j'ai levé la main pour l'arrêter. On n'est pas brisé. On est arrivé au terme. Point final. On ne peut pas reconstruire quelque chose qui était conçu pour s'effondrer dès les fondations, a-t-elle chuchoté. Elle n'a jamais cessé de m'aimer, vraiment. J'ai esquissé un sourire triste. Et moi, je n'ai jamais cessé d'espérer que tu comprennes ce que signifie réellement l'amour, au-delà des simples mots. Quand elle est enfin partie, je ne l'ai pas regardée s'en aller. Les mois ont passé lentement. Emma s'est lancée en freelance, postant sur LinkedIn des réflexions philosophiques sur la croissance personnelle et l'art d'apprendre de ses échecs. Grégory faisait du conseil,
ce qui est un euphémisme pour dire qu'il était au chômage, mais avec une signature de mail pompeuse. Quant à moi, je dors sur mes 2 oreilles chaque nuit. J'ai acheté un nouveau canapé, repeint les murs avec des couleurs fraîches et supprimé mes vieilles playlists. Emma m'a recontacté des mois plus tard d'un nouveau numéro. « Est-ce qu'il t'arrive de penser à nous ?» J'ai souri en lisant le message et j'ai répondu « Bien sûr ». Chaque fois que je vois un manager incompétent poster des citations de motivation sur LinkedIn, je retourne à mon steak, saignant, exactement comme je l'aime. C'est ça, le vrai sens du mot « fini ». Ce n'est ni de la vengeance, ni de l'oubli, mais une paix véritable qui n'a besoin ni de public, ni d'excuses, ni de répliques finales dramatiques. Juste soi, vivant enfin cette vie qu'on était trop occupé à défendre pour pouvoir vraiment en profiter.